Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois d'août et quelques lectures que j'ai faites à la fin juillet, mais comme mon point de lecture du mois de juillet était déjà assez long, j'ai décidé de traficoter un petit peu les choses pour vous les présenter au mois d'août. Donc, à la fin juillet, j'ai lu un ouvrage de 720 pages, encensé par une de mes bonnes amies sous le ciel. Elle a parlé de ce livre Betty de Tiffany McDaniel, puis elle me dit «Ah, faut que tu le lises, faut que tu le lises». Puis moi, j'étais comme «Je vais attendre l'été avant de m'embarquer dans une brique de 720 pages parce que j'ai la forte impression que pour mieux déguster ces ouvrages-là, ces briques-là, dépendamment, tu sais, outre la fantasy, mais les trucs contemporains ou peut-être même de la science-fiction qui sont des grosses briques, j'ai tout le temps l'impression que c'est mieux de les lire rapidement dans un souffle que un petit peu à chaque jour, puis que ça prenne vraiment longtemps. En tout cas, ça, c'est ma propre théorie pour ma propre personne. Ça se peut que ce soit différent pour d'autres personnes. Donc, de quoi ça parle, Betty? En fait, on est au début des années 1900. On va suivre la famille Carpenter. Donc, le père de Betty s'appelle Landon, puis il va rencontrer la mère de Betty et ils vont avoir 6, 8 enfants, pas mal d'enfants. J'essaie de trouver la date, c'est ça, 1909. C'est autour de ces années-là qu'ils vont se rencontrer, puis après, c'est ça, il va y avoir les enfants, puis on va suivre les enfants vieillir, grandir. Donc, Betty, on va la connaître d'avant sa naissance jusqu'à la fin de son adolescence slash le début de sa vie adulte. Donc, on va suivre cette famille-là qui, pour l'époque, est quand même assez excentrique. Donc, le papa de Betty, Landon, il a des origines Cherokee. Donc, il y a aussi la peau plus foncée, ce qui fait en sorte qu'à l'époque, il y a beaucoup de racisme autour de lui, beaucoup de violence dont il est victime, violence physique, de violence psychologique, de violence verbale et tout. Mais c'est un homme avec des racines vraiment ancrées, avec un imaginaire foisonnant. Il va être ça pour ses enfants, il va vouloir partager ses connaissances, partager sa culture, tout en les faisant rêver, puis en inventant des choses pour expliquer d'autres choses, pour expliquer des situations, pour expliquer de la vie, des blessures, peu importe. Il va être vraiment une figure paternelle assez particulière, le genre d'homme qu'on voit vraiment pas souvent dans les romans. Puis c'est vraiment intéressant le fait que ça coule aussi de ses racines Cherokee. D'un autre côté, on a la maman de Betty qui a un lourd passé d'un milieu familial très problématique. On a dans ce livre-là tous les traumas avertissements que vous pouvez connaître, ils sont tous là. C'est vraiment pas un ouvrage facile, c'est pas un ouvrage gay, c'est tough. Il y a tous les triggers possibles. Pensez à quelque chose, c'est là. Donc, c'est quand même une grosse brique de 720 pages. C'est écrit vraiment super bien écrit. Ok, l'écriture elle est très jolie et une chance parce que ça se lit, ça se déguste, c'est vraiment très le fun à lire. Donc on tourne les pages puis ça avance vraiment très rapidement malgré la grosseur de ce dit ouvrage. C'est vraiment une chance que ça soit aussi bien écrit parce que, comme je vous disais, tout est lourd. Au début, ça va, mais il y a comme un certain moment que comme chaque chapitre, il y a un nouveau drame, une nouvelle affaire qu'on apprend, une nouvelle situation, des nouvelles informations, puis tous ces chapitres-là amènent quelque chose qui trigger, quelque chose de rough au niveau physique, au niveau psychologique, des événements difficiles. Je vais pas nécessairement les nommer, mais sachez que comme si vous avez une certaine sensibilité, ça va accrocher partout, tout le temps dans ce livre-là. Et je suis quelqu'un moi-même qui aime beaucoup lire des trucs rough, mais je vous avouerai que ici, ça ne laisse aucune place à notre imagination et ça ne déroule pas vite. Il y a plein de moments que j'étais comme, OK, j'ai compris ce qui se passe, je l'ai lu,
achève, là, passe à autre chose, mais non, on reste, on gratte, on reste dans cette situation vraiment longtemps et ça devient insupportable parce que c'est pas juste un passage, ce sont plein de passages comme ça. Donc, si vous avez des sensibilités, là, c'est pas le livre à lire du tout parce que en plus, ça dure longtemps. Donc, j'ai comme eu cette appréciation-là un petit peu mitigée, puis en faisant ma grille, là, mon Google Sheet, je me suis rendu compte que comme la note que je donnerais, c'est quelque chose comme un 4, parce que je pense que c'est une œuvre qui va rester avec moi très longtemps. Les personnages sont tellement bien définis, ils ont des particularités, ils ont une identité, ils ont une histoire, donc tout ça, ça va me rester, puis on peut faire des liens, puis on peut faire des insights entre personnes qui ont lu ce livre-là et qui connaissent tous les membres de la famille Carpenter. Donc, il y a vraiment quelque chose de très grand dans cette œuvre-là qui est bouleversante parce que c'est historique, mais tu sais, aussi c'est inspiré de la vie de la famille de l'autrice. Puis à l'époque, le racisme existait, la misogynie existait, l'homophobie existait. Tu sais, toutes ces choses-là, c'était du vrai. Donc, on peut pas dire comme oh, non, non, ça, là, c'est vraiment exagéré. Non, c'était pas exagéré du tout. La religion prenait vraiment une grande place, puis il y avait plein de comportements déviants de plusieurs façons et de plusieurs personnes, puis l'école aussi, ça encourageait ça, avec les classes sociales et tout. Ça c'est quelque chose qui est poignant. Donc, tu sais, les personnages, vous allez vraiment être renversés, je pense, par tous ceux que vous allez découvrir au travers de cet ouvrage-là. La beauté de l'écriture, l'univers, mais en contrepartie, c'est long et ça fait vraiment mal. Je vous avouerais que à partir de la 500e page, je commençais à en avoir un petit peu assez. Tu sais, j'ai continué à lire parce que ça se lisait bien, mais j'étais comme, j'ai compris le contexte, j'ai compris où est-ce qu'on s'en va puis qu'est-ce qu'on veut dire, mais je suis tannée de comme lire des trucs vraiment lourds, puis d'avoir comme cette boule au cœur, puis de me dire pauvre famille, puis pauvre enfant, puis pauvre tout ça. Puis, tu sais, lorsque tu pars dans la vie à -1000, là, c'est vraiment dur de t'en sortir. Tu sais, j'étais comme, OK, je suis tannée de souffrir, là. Mais la fin est vraiment très touchante. Le dernier chapitre, je vous avoue que j'avais comme vraiment un petit moton au cœur, puis j'étais comme, quel parcours de vie. Donc, c'est une lecture qui va rester longtemps avec moi. C'est une lecture qui marque, j'ai eu l'impression de me faire tabasser pendant 720 pages, là. Donc, sachez à quoi vous en tenir en embarquant dans ce roman-là. Mais si vous êtes curieux, je pense que c'est quand même un roman qui vaut vraiment la peine d'être lu, mais à vos risques et périls. Voilà. Un de mes plus gros coups de cœur de l'année, c'est le roman Les Insoumises de Fanny Rainville, son premier roman publié à vie. Donc, j'avais beaucoup d'intérêt à lire son deuxième roman qui a été publié en 2024. Ce deuxième roman, c'est Le Chant des Braises. De quoi ça parle? En fait, dans ce roman-là, on va suivre de génération en génération des mères et des filles qui deviennent des mères et leurs filles. Donc, ça se passe quand même sur un bon laps de temps. On va suivre ces générations-là. Et particulièrement, le filon qui relie un petit peu toutes ces mères et ces filles, c'est la nourriture, les troubles alimentaires, la relation avec notre corps, avec peut-être un certain embonpoint, avec le fait de se gaver, avec le fait de recevoir des commentaires grossophobes et tout ça. Donc vraiment, la nourriture et l'aspect corporel sont deux thématiques très importantes de génération en génération. Et tu sais, ça se manifeste de différentes façons. Chaque protagoniste a ses enjeux par rapport à son corps et par rapport à sa nourriture, puis les enjeux aussi qui ont été développés de par les commentaires de la mère face à sa nourriture ou son corps, son poids. Donc, c'est pas mal ça, là, la thématique principale de ce livre-là. C'est sûr que lorsque tu as un coup de cœur d'un ou d'une auteuresse, ça fait en sorte que tu as des attentes. J'avais des attentes par rapport à un aspect précis de l'écriture de Fanny Rainville. Lorsque j'ai lu Les Insoumises, j'étais vraiment
impressionnée par le traitement psychologique des personnages. Je comprenais toutes les décisions. Je trouve que c'était tellement bien expliqué, c'était tellement en nuances, en subtilité, que c'est peut-être la seule chose à laquelle je m'attendais dans tous ces romans. Tu sais, je me disais, c'est sa signature, elle a écrit comme ça, elle écrit comme ça et elle a ce souci-là. Je vous dirais que c'est probablement ça qui a été ma plus grande déception dans ce livre-là. J'ai l'impression que c'était un ouvrage beaucoup plus normal que ce que j'avais vu dans Les Insoumises. Puis mon objectif, c'est pas de faire une critique, là, comparer un et l'autre, mais j'ai vraiment senti ici qu'on suivait les personnages dans leurs actions. On n'avait pas nécessairement accès à leur psychologie puis à comprendre pourquoi et comment, et même si ce ne sont pas des personnages proches de nous, qu'on aurait pu avoir accès puis se dire, ben oui, tu sais, je comprends pourquoi ça se passe comme ça. J'ai pas senti ça. J'ai senti qu'on était vraiment plus dans un roman où c'est l'action qui parlait pour les personnages, puis on prenait pas nécessairement ce temps-là de nous faire comprendre le psychologique. C'est sûr qu'on peut comprendre avec ce qui s'est passé préalablement, avec l'enfance et tout ça, mais parfois, c'est pas ça qui justifie et qui nous permet vraiment de comprendre l'entièreté, la complexité d'un personnage, toutes les nuances de gris. Bon, la thématique principale, pas ma thématique qui me touche le plus, ou en tout cas, tu sais, c'est pas une thématique en ce moment pour laquelle j'avais vraiment envie, ça a l'air. Et bien, forcément, je suis difficile avec le fait qu'il y a beaucoup de personnages, puis ici, bon, on passe de la mère à la fille qui devient la mère, puis la fille. Donc, il y a forcément plusieurs narrations. Ça peut se passer pour moi dans un contexte linéaire, mais si parfois on revenait, on avait comme des flashbacks d'une autre époque lorsque la mère était la fille, donc je trouvais ça un petit peu mélangeant dans ces moments-là. Puis forcément, vu qu'on suivait quand même un parcours de vie de la mère, de la fille, etc., mais on avait quand même des similitudes, des similarités dans la vie de ces personnages-là. Tu sais, on n'était pas à différents endroits ou à différents points de vie. Donc, il y avait quand même beaucoup de similitudes et c'était difficile parfois de comme me dire, OK, je suis en train de suivre telle personne. Ça, c'est Adéline, ça, c'est Gertrude, ça, c'est, peu importe, là, je ne me souviens pas de tous les noms, Viviane. Donc, ça a vraiment complexifié ma tâche. Je vous avouerai que j'ai eu de la misère à embarquer dans le roman. Ça a comme pris un moment avant que je me sente confortable. Je savais pas trop où est-ce que ça s'en allait, puis j'avais comme plus ou moins d'intérêt face à ce qui se passait. Il y a eu un air d'aller qui est embarqué vers la fin, mais ça a vraiment pas été un coup de cœur pour moi. Je trouve que c'est un roman qui ressemble à plein d'autres romans. J'ai pas trouvé de saveur unique, j'ai pas trouvé quelque chose qui se distingue particulièrement de ce livre-là. Puis oui, on met les femmes de l'avant, mais je trouve que pas nécessairement juste dans le beau et mais ce qui est la vie en général, tu sais, les femmes, on n'est pas juste des êtres d'exception, mais on dirait que je m'attendais un petit peu plus à ça, tu sais, que la vie qui fait des choses, puis que parfois on subit. Donc, ouais, oh, c'était un petit peu décevant. C'est un petit peu décevant, ça s'est pas passé avec le chant des braises. Puis en parlant de décevant, ça s'en va pas vraiment mieux parce que mon gros coup de cœur de l'année 2023, c'était Cheval indien de Richard Wagnalls et j'ai entendu dire qu'il y avait un autre livre qui avait été publié par cet auteur-là qui se nomme Les étoiles s'éteignent à l'aube. Donc, j'avais beaucoup d'intérêt pour ce livre-là, sachant à quel point j'ai aimé Cheval indien. Mais en même temps, tu sais, je vous dis ça, mais très humblement, à chaque fois que j'embarque dans un livre, je suis quand même capable de jauger mes attentes, puis j'embarque en me disant comme chaque livre est unique, puis c'est pas nécessairement l'auteur qui fait en sorte que tous ces livres-là vont être magiques. Tu sais, il y a des auteurs avec lesquels j'ai eu beaucoup de coups de cœur, mais quand même, à toutes les fois que je lisais un livre de cet auteur-là, je me disais pas, mon Dieu, ça va être exceptionnel, tu sais. Je leur laisse la même quantité de chance, c'est juste que il y a des livres qui ont un historique derrière eux parce que j'ai aimé ce que les auteurs ont fait. Donc ici, malheureusement, Les étoiles s'éteignent à l'aube, je l'ai abandonné. J'étais rendue à la moitié. C'est une histoire vraiment très différente de Cheval indien. On est avec un protagoniste qui n'a pas vraiment connu son père, par-ci, par-là, mais il a été très absent tout au long de sa vie. Puis lorsqu'il était présent, là, il était en boisson, il était dans des situations pas possibles. Il était pas
prêt, il était pas capable d'être là pour lui, ou en tout cas, il le faisait pas. Donc, tu sais, il a vraiment pas une relation proche avec son père. Il a été élevé par quelqu'un d'autre, puis son père, comme c'est son père biologique, mais c'est tout, là. Il représente pas grand-chose pour lui. Mais là, son père se meurt, puis il lui demande à son fils, de l'emmener quelque part pour mourir, puis sur le chemin, il va lui expliquer sa vie. Donc c'est un peu comme un roman, de tu sais, quête initiatique, mais de fin de vie, puis très nature writing aussi parce que, ben, on va se promener, on va être sur la route, en voyage vers ce voyage éternel-là qui est la mort. Donc bon, c'est pas des éléments préalablement qui me plaisent énormément. Les voyages, ça me plaît rarement. Beaucoup de nature writing, ça me plaît rarement, surtout si c'est comme ça le sujet et l'objectif. Puis quelqu'un qui dit genre: «Amène-moi là, je vais te raconter ça». Je suis comme: «Pourquoi tu fais pas juste me raconter là, ça, ce que tu as à me dire?» Je suis très peu hype, j'ai pas beaucoup d'excitation face au fait que les personnages me disent: «Je vais te raconter quelque chose plus tard». Je suis comme: «Ça me tient pas en haleine ça me garde pas avec toi». Je suis comme: «Si tu pas capable de me raconter ça là, puis si tu me racontes par bribes, par-ci par-là, ça fonctionne pas». Fait que j'avais vraiment un mal-être à continuer. Je tournais les pages, puis j'étais comme vraiment ennuyée, j'avais pas tant d'intérêt pour ce qui se passait. Donc tu sais, j'ai l'impression que c'est quand même moi, dans le sens que si ce sont des éléments qui vous plaisent, vous allez probablement mieux apprécié que moi, mais moi, il partait quand même avec une coupe de bûches en retard, puis ça l'a pas fait. L'histoire, elle a pas fonctionné. Je me suis demandé si, tu sais, j'allais finir par comment embarquer, mais je l'ai repris hier soir, puis ça marchait pas. Fait que j'étais comme, je passe à autre chose. C'est pas plus grave que ça. Dans notre projet avec Sylvain Desmentis, on lit les gagnants du prix des libraires. Celui-là, c'est celui de la troisième année, donc 1996. Monique Proulx, puis Michel Tremblay. Je pense que c'est ça, c'est le troisième. Donc, L'ingratitude de Yin Chen. Tout petit livre dont je ne savais pas grand-chose, sauf le fait que c'était une des recommandations de Fanny Demeule lorsqu'elle avait fait le truc des libraires, les recommandations. Tu sais, il y avait comme plein de livres suggérés. Et donc ça m'interpellait bien gros parce que, ben, moi, j'aime beaucoup ce que fait Fanny Demeule, donc j'étais comme, si elle a aimé ça, il y a peut-être quelque chose de spécial là-dedans. C'est un roman spécial, c'est le mot, quand même assez bouleversant par ses thématiques. On va suivre une ben, jeune fille, mais tu sais, elle a comme 25 ans au moment qu'elle nous écrit. Et elle a une relation particulière avec sa mère. Il y a toute une histoire de tradition, puis de culture aussi, mais leur relation est très étrange. Les propos de sa mère sont très particuliers. Elle a vraiment un discours de comme tu me dois la vie, puis il y a quelque chose de très fusionnel et malsain, et peu importe ce que la fille fait, elle déplaît à la mère. C'est vraiment comme c'est dérangeant, c'est dérangeant. Il y a beaucoup de propos qui viennent de la mère qui sont comme off de ce que tu devrais entendre dans la vie. J'ai de la misère à en dire plus. C'est vraiment comme tout petit, puis c'est ce parcours-là de découvrir comment était leur relation, ce que la mère disait à la fille, comment la fille prenait ça, ce désir de se rebeller, mais en même temps de sentir que peu importe ce qu'elle faisait, ça plaisait jamais, qu'elle était jamais assez, que son silence dérangeait, que ses mots dérangeaient. C'est vraiment comme particulier. Je sais pas trop comment on va pouvoir passer 1 heure à parler de ce livre-là, en live, mais on dirait que j'ai pas tant de mots. Ça se lisait vraiment très bien, très court, assez fluide dans l'écriture, des petits chapitres, une thématique somme toute assez originale. Tu sais, la relation mère-fille, c'est pas une thématique originale, mais cette relation-là, comme problématique à ce point-là, se l'est. Mais il y a aussi tous les enjeux culturels aussi que je vous disais qui entrent là-dedans, qui ne font pas en sorte que c'est moins problématique, mais qui sont parfois expliqués, tu sais, que c'est pas une réalité de blanc, là. Yin Chen, elle est d'origine chinoise, mais oui, c'est ça, elle est née à Shanghai. Mais il me semble
c'est ça, elle s'est installée à Montréal à peu près 20 ans plus tard. Mais 30 ans plus tard, à peu près. Tu sais, je pense que ça parle de tout ça, ce que la femme est en Chine, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle représente pour les parents, pour la mère. Je veux pas généraliser parce que je connais pas nécessairement les relations, les relations de famille de la Chine, mais j'ai quand même l'impression que c'est particulièrement problématique dans cette histoire-là. Donc, ça vient te chercher, ça vient te bouleverser. Il y a des phrases que t'es comme, j'ai-tu vraiment lu ça? Il y a des choses que la mère a dit que ça dérange. En même temps, on ressent vraiment pourquoi la fille veut s'éloigner de sa mère, mais il y a vraiment cette relation bizarre de déranger, mais de plaire, mais tu sais que c'est ta mère, mais elle aimerait tellement se libérer de cette mère-là, mais elle se sent redevable, puis sa mère lui dit qu'elle est redevable, donc c'est comme une loupe un petit peu weird. Je comprends pourquoi il a gagné en 1996, je pense que il y a pas beaucoup de romans qui parlent de ces thématiques-là, de la manière que ce roman-là le fait, mais j'aurais de la misère à en dire plus. C'est juste comme une drôle d'expérience à lire et à vivre. Des glaçons comme du verre d'Isabelle Picard, son premier roman adulte. Moi, je l'ai découvert en lisant Niche, qui est un roman jeunesse. J'avais beaucoup apprécié, alors qu'habituellement, je suis pas le public, donc ça me parle plus ou moins, mais celui-là, je trouvais que c'était bien fait, donc j'avais évidemment envie de lire son premier roman pour les adultes, donc un public que j'aime beaucoup plus, un public cible qui me rejoint. Des glaçons comme du verre, on est avec une famille. En fait, on va suivre l'histoire de Belle et Henri, un couple au début des années... Oh, j'ai de la misère avec les années. OK, 1957. Dans ces années-là, 1950-1960, Belle et Henri vont avoir plusieurs enfants, je pense autour de 10. Belle, c'est une femme caucasienne, blanche. Puis Henri, il me semble qu'il est Huron. En tout cas, il est autochtone, définitivement, mais il me semble que plus spécifiquement, il est Huron, si je me trompe pas. Sinon, désolé. Et donc, c'est ça. Ils vont avoir 10 enfants, puis il va se passer un drame, ce qui va faire en sorte que l'Église va se mettre un pied dans leur famille. Il va y avoir aussi la DPJ, un travailleur social, qui vont petit à petit enlever tous les enfants de la famille en plaidant plusieurs raisons, comme quoi Henri, vu qu'il est souvent absent, puis tout ça, pour l'aider, alors qu'Henri, il a rien demandé de ça. Il veut que ses enfants restent à la maison, mais eux, c'est eux qui ont le pied lourd, c'est eux qui décident, ils vont faire adopter des enfants, ils vont en envoyer en pensionnat, il y en a qui vont aller dans des genres de camps pour l'année, puis il n'y a pas d'enfants qui vont revenir au fur et à mesure, il y a même des enfants avec qui ils n'auront plus aucun contact, pas moyen de savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui se passe avec eux, comment ils vont, puis ceux qui sont dans les pensionnats, lorsqu'ils vont revenir, par exemple, pour Noël, ça va paraître à quel point ils sont malheureux, ils vont pas vouloir en parler, tout ce qu'ils vont avoir à dire sur ces endroits-là, ça va être juste du négatif. Donc, ça va vraiment beaucoup affecter cette famille-là qui va être complètement explosée. On va le voir un petit peu sur eux, les effets, mais toujours du point de vue de la maison. Puis, on va aussi voir les effets par la suite de la génération d'après. Donc, les enfants des enfants de Belle et Henri qui, par exemple, ont été adoptés ou qui ne sont plus dans la communauté, qui n'ont plus aucune idée des traditions et des différentes choses qu'Henri leur a appris. Donc, ils ont vraiment une énorme séparation avec leurs origines. Et les filles d'Henri et Belle qui vont se marier avec des Blancs n'auront plus le droit à leur citoyenneté autochtone, le statut d'Indien, tandis que les gars, eux, peuvent le garder même s'ils se marient avec une blanche. Donc, il va y avoir tous ces enjeux-là qui font partie de notre histoire, la rafle des années 1960, de tout enlever les enfants autochtones des familles sans leur donner le choix. Tu sais, en disant que c'est pour leur bien, qu'ils vont avoir une meilleure vie et tout ça. Donc, c'est ça le résumé. Là, je viens de me rendre compte que je fais un énorme résumé de ce livre-là. Donc, pour avoir lu plusieurs livres dans ces thématiques-là, je vous dirais que on est dans
des sujets connexes à Cheval indien de Richard Wagamese et de Le vent en parle encore / Cocoon de Michel Jean. Je vous dirais que le focus est différent dans le sens que Cheval indien, on suit vraiment Saul Cheval indien, puis sa perspective à lui qui a fait les pensionnats autochtones puis tout ça. Puis une part de résilience aussi, mais tout ce que ça a brisé en lui. Dans Le vent en parle encore, on est vraiment dans les pensionnats. Ici, on reste tout le temps avec le noyau de la famille, on reste dans la maison de Belle et Henri, mais on voit les impacts sur plusieurs générations, les impacts différents sur les parents, sur les enfants, sur les petits-enfants et tout ce que ça crée comme problématique face à notre identité, qui on est, qui on était, quelles sont nos racines, qui sont nos parents, d'où est-ce qu'on vient, puis nos origines et tout ça. Donc, tu sais, ça mêle vraiment quelque chose d'un petit peu plus d'extérieur, mais avec des thématiques similaires. Donc, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que ça se lit super bien. Au début, on est comme dans le présent en 2020. Puis après ça, lorsqu'on rentre vraiment dans l'histoire de Belle et Henri, là, ça reste linéaire, puis je trouve que c'est là que j'ai vraiment été accrochée. Ben, tu sais, c'est comme un chapitre ou deux, là. Puis après ça, on est dans l'histoire de Henri et Belle. Mais au début, il y a comme une situation au présent, puis on va découvrir des personnages, mais ils vont avoir plus d'impact à la fin. On va comme tout recouper ça avec une belle petite loupe. Donc, c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée, avec des thématiques importantes, des thématiques bien abordées, puis avec des personnages auxquels on s'attache, une histoire qui nous prend, parce que rapidement, il y a ce drame-là qui arrive, puis on voit débouler tout le reste à cause de cet événement-là. On vit les frustrations des familles, leur impuissance et en même temps les dilemmes de rentrer de l'argent, partir, mais en sachant que je pars, ben les enfants vont sûrement être envoyés par-ci par-là parce que je serai pas là pour m'occuper d'eux, mais je m'en vais parce que je veux faire de l'argent. Donc, tu sais, tous ces dilemmes de l'époque. Puis en plus, ce qui me faisait penser dans ma lecture, c'est que à l'époque, la religion était tellement omniprésente, puis on n'arrêtait pas de dire aux gens de faire des enfants. Tu sais, le curé, il allait quasiment cogner à la porte à toutes les années, tu sais, savoir si la bonne femme était enceinte. Puis là, ici, elle en a eu 10, mais là, c'est comme, ben vous en avez trop. Tu sais, vous n'êtes pas capable de vous en occuper. Donc, tous les toutes les contradictions de l'époque sont dans ce roman-là. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un ouvrage nécessaire. Elle a une voix intéressante, Isabelle Picard. Elle est originaire de Wendake, puis elle semble être vraiment investie dans sa communauté, puis pour la cause de mettre des autoristes de l'avant, puis les traditions, puis ramener les traditions, les faire vivre au travers des familles, puis des générations qu'ils ont perdues. Donc, ouais, c'est vraiment un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il n'y a pas assez de buzz autour de ce livre-là, puis c'est un fort candidat pour notre gala, définitivement. On s'en va dans un ouvrage qui se nomme La soif que j'ai de Marc-André Dufour-Labbé. Ce tout petit roman, publié chez Cheval Doux, je sais pas pourquoi je dis ça, je dis jamais ça, mais c'est pas grave. C'est un ouvrage un petit peu déconcertant. On va suivre un gars qui est surnommé Boucher, qui est père monoparental, qui a une petite fille qui se nomme Flavie, d'environ 1 an. C'est un gars qui passe beaucoup de temps avec ses amis, qui a l'alcool facile, donc c'est pas le père idéal. Au début, c'est vraiment frustrant de le suivre parce qu'on est comme: «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je suis en train de lire exactement?» Il y a vraiment comme une plume crue, vulgaire. On est dans de la pauvreté intellectuelle, dans de la pauvreté monétaire, donc puis on voit qu'il aime Flavie, mais il est limite capable de s'en occuper, là. Et justement, en parlant de ça, ben la DPJ est tout le temps pas très loin de lui, en train de vérifier qu'est-ce qu'il fait, s'il est en état, s'il y a des gens qui peuvent l'aider. Puis ça, ben ça le frustre. Il est assez sanguin comme personnage, comme in your face. Dès que les gens ils ont une petite critique, comme il fonce, puis il est très impulsif. Il va se passer des choses, puis il va quasiment essayer de casser tous les murs de la place. La violence de casser des choses l'aide beaucoup à se calmer. Donc, tu sais, c'est pas un personnage au préalable très attachant. On voit par contre qu'il aime Flavie, mais qui porte un lourd passé, qui essaie de lui donner
des choses que lui-même n'a pas eues. Donc, c'est pas super évident. Tu sais, avec des flashbacks, on comprend qu'il était délaissé à lui-même puis qu'il donne actuellement à Flavie mieux que ce que lui a eu, mais tu sais, c'est quand même pas la crème de la crème, là. C'est quand même à la limite de bien s'occuper de quelqu'un, ou juste de s'occuper de quelqu'un. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, on parlait de signalement à l'école puis tout ça, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, s'il mange pour la DPJ, comme ça va. Puis tu sais, parfois je me disais, ben, elle mange, tu sais, mais tout le reste, c'est comme, tu sais, il joue jamais avec elle, elle a pas de jouets, à un moment donné, elle a comme le téléphone dans la bouche. Puis, il y a une situation qui va se passer qui a un lien de près ou de loin avec l'ouvrage Naufrage de Biz. Puis ça va vraiment l'affecter parce que ça affecterait n'importe qui. Puis on sent que comme il y a deux chemins tout le temps à ce personnage-là, soit d'essayer de prendre le bon chemin ou de continuer à comme faire le cave, puis à prendre le bord, puis à sauver de ses responsabilités. Donc, c'est vraiment troublant. Moi, ce que j'ai aimé de cet ouvrage-là, c'est qu'on met quand même en scène un protagoniste différent, dans le sens qu'un père monoparental qui a un enfant d'1 an, on voit pas ça si souvent dans les ouvrages. On montre aussi une réalité qui existe. On n'est pas dans la caricature, on est dans des milieux que je connais, des gens qui ont vécu des trucs pas faciles, qui ont eu des enfants, qui ont eu des vies comme tout croche et qui, là, ont des enfants alors que, tu sais, possiblement qu'ils sont même pas capables actuellement d'en avoir, mais ils sont là, tu sais, puis ils veulent le mieux pour leurs enfants, mais c'est très croche et très malhabile. Tu sais, tout ça, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça pertinent de mettre ça de l'avant, même si je trouvais ça vraiment difficile parce que j'ai la petite fille aussi là-dedans, puis ça vient me chercher, ça vient me chercher, ça vient me chercher. Donc, j'ai trouvé ça ambitieux, j'ai trouvé ça original, c'est définitivement pas parfait, mais il y a des propos, il y a des choses mises en place à l'intérieur de ce petit roman-là. Il y a une écriture qui colle complètement à l'univers. Puis, il y a des situations plausibles qui sont difficiles, qui font mal. Donc, je trouve que c'est vraiment un roman comme empreint de réalité, empreint plein de réalisme. Puis pour ça, je souligne. Donc, tu sais, au final, je pense que j'ai bien apprécié. Je l'ai lu vraiment rapidement. Une fois que l'événement arrive, comme je voulais vraiment persévérer, puis ça change un petit peu de ton du début. Donc, ouais, finalement, c'était quand même une bonne lecture. Je veux diminuer cette palle. Ben, en fait, c'est pas ça ma palle, c'est celle-là. Et il me reste autour de comme 30 livres, donc je me suis dit que j'allais lire un livre de ma pile à lire, La clinique du docteur H de Mary Higgins Clark. Lorsque j'ai fait ma purge, j'en ai gardé. Ça, c'était un livre qu'on m'avait donné. Puis, ben, c'est une autrice qui me semble que j'ai lu, puis c'est juste du bonbon, ces histoires-là. Donc, je me suis dit que j'allais le garder, puis ça avait l'air intéressant lorsque j'avais lu le résumé. De quoi ça parle? On va suivre Cathy de Mayo, qui est avocate. Puis, ben, en fait, c'est pas ça son terme précis, là, mais c'est pas mal ça. Adjointe au procureur. Bon, en tout cas, t'sais, dans une ville du New Jersey. Puis, au tout début, elle va avoir un accident. Et ça va engendrer plein de petites choses après. Donc, il va y avoir une série de meurtres auxquels elle va être confrontée, là, sur lesquels elle va travailler. Puis, elle va être intimement liée à tous ces meurtres-là. On sait c'est qui le meurtrier, on sait pourquoi quand même, on a toutes les clés, puis c'est pas caché, là, c'est dans nos mains, sauf que sa vie à elle va être en danger à cause de tout ça. Donc c'est vraiment comme une course contre la montre pour savoir si elle va s'en sortir. Et ça, c'est du bonbon, j'ai tellement aimé ça. Des petits chapitres, on change de personnage à chaque fois, mais ça fonctionne de la manière que c'est construit, puis ça apporte quelque chose à l'intrigue, puis on fait juste comme relier les fils tout au long du roman. C'est vraiment comme un page turner. À chaque petit chapitre, on est comme OK, là c'est ça, il y a cet élément-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça avance. Les fils se resserrent autour du meurtrier, mais parfois c'est pas nécessairement la bonne cible. Puis nous, on a accès aussi à la manière que tout le monde pense, donc comment le meurtrier organise ses affaires, puis à quoi il pense pour ne pas laisser de traces, comment la personne qui fait l'autopsie analyse tout ça. Je trouve ça tellement intéressant. Moi, j'ai aucun sens de l'observation, mais lorsque je lis des trucs comme ça, on dirait que j'ai accès à leurs pensées, puis je suis comme « Wow!
c'est fascinant, c'est intéressant. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est un page-turner, j'ai eu bien du fun. C'était aussi des thématiques intéressantes parce qu'on parle d'un docteur hautement réputé pour faire en sorte que des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants en ont. Mais il y a comme une certaine part de risque aussi avec ça. Il y a quand même plus de décès de fœtus et des femmes. Donc, mais lui, il est comme, c'est un génie, c'est un brain. Donc, on va suivre ce personnage-là, puis on va être autour de ces thématiques-là. Donc, ouais, c'est sûr que là, je me suis rendu compte qu'il y avait une aiguille sur la couverture, puis ça me trigger au bout, parce que si vous savez pas, j'ai une énorme phobie du domaine médical. Mais souvent, le lire, c'est moins pire que... Ben, en fait, c'est beaucoup moins pire, ça se compare pas. C'est vraiment très visuel, mon affaire. Fait que là j'ai réussi à le lire, là, mais c'était pas facile. Fait que ouais, j'ai bien aimé ça. Ça m'a sorti des lectures dans lesquelles j'étais. Un changement de direction complètement, mais un bon succès. Gentiment envoyé par la maison d'édition La Mèche, j'ai lu Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier. De quoi ça parle, ce livre-là? On va suivre Colin, qui a 17 ans, dernière année du secondaire, une petite vie avec son amie Eugénie, pas vraiment populaire à l'école, mais il fait ses petites affaires, grand fan de Céline Dion, va tomber un beau jour sur un magnifique garçon. Est-ce que les sentiments sont réciproques? Est-ce qu'il a besoin de faire un coming out? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il ressent de l'ouverture dans sa famille, avec ses amis, avec son amie Eugénie? C'est tout ça qu'on va découvrir dans ce petit roman aux allures nostalgiques parce qu'on va être campé en 2003. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman-là? Eh bien, j'ai trouvé ça magnifique, délicieux, succulent, tout doux. Mon ami Sylvain me disait qu'il y avait une de ses collègues du bureau qui appelait ça parfois des petites bulles de champagne et ce roman, c'est vraiment ça. L'écriture, c'est efficace, c'est bien écrit, ça fonctionne, ça nous transporte dans un élan de nostalgie. Les émotions sont on point, les réflexions, c'est vraiment ça. On est campé avec un personnage de 17 ans et tout ce qui fait que cette période-là, elle est magnifique et horrible, ben c'est bien décrit, c'est bien expliqué avec des petites phrases qui font rire, avec des phrases qui sont complètement on point, vraiment bien expliquées, qui traduisent les émotions, qui traduisent les contradictions, les phénomènes comme les classes sociales au secondaire, qui ont un lien avec la beauté, qui ont un lien avec les aptitudes et parfois juste avec la malchance. Et toutes ces situations d'amitié et lorsque l'amour rentre en jeu, lorsqu'on jauge entre nos amis et notre amour, lorsqu'on a les hormones au plafond, puis qu'on ne peut que penser à la personne de nos désirs. Tout ça, c'est ce roman-là. Ça se lit de manière rapide, c'est succulent. J'ai embarqué dans ce livre-là, je voulais juste le continuer, je voulais juste rester là-dedans. Et malgré qu'il y a des sujets, malgré qu'il y a quand même une certaine lourdeur, on ne le ressent jamais. Tu sais, il y a des sujets quand même plus compliqués. Puis bon, Colin, il est en amour avec un garçon. Euh, à l'époque, puis avec l'ouverture de ses parents, ça semble pas possible d'en parler. À l'école, c'est pas possible de le dire ouvertement. Puis il y a les sujets aussi aux moqueries et tout ça, sans avoir fait un coming out. Et il y a aussi tout le parallèle entre lui et son frère qui a une blonde, qui peut l'aimer au grand jour, devant tout le monde. Donc, tu sais, il y a quand même ces sujets-là sérieux, mais c'est tellement écrit de manière douce et empreint d'espoir, et avec Céline comme musique de fond, j'ai tout aimé de ce roman-là. Je m'y attendais même pas, tu sais, j'ai lu ça, on m'a offert de me l'envoyer, je me suis dit pourquoi pas. J'avais aucune idée de ce que j'allais ressentir, mais j'ai vraiment aimé ça. Ça va faire partie de mes romans préférés feel good parce que c'est exactement ça que ça donne. Ça me fait un petit peu penser à du Samuel Champagne dans les thématiques d'homosexualité, tout ça, tu sais, puis aussi de l'adolescence vers le jeune adulte, mais
beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux, puis forcément, ben, avec de la nostalgie, j'ai aimé ça. J'ai aimé les thématiques, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la manière que ça a été traité. J'ai passé un magnifique moment de lecture, donc un gros oui pour cet ouvrage-là. On finit donc le bilan de mes lectures du mois d'août avec 2 abandons. En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est pas mal plus que 2 abandons. Je suis dans une grande période de noirceur livresque actuellement. On est le 31 août lorsque je filme, ce segment et ouais, il y a rien qui soulève mes passions. Donc on verra bien ce que les prochains jours, prochaines semaines me réservent, mais je vais vous présenter mes 2 abandons pour, cette vidéo-là, pour ce clip, pour ce concept de mes lectures du mois d'août. Puis les autres, ben, vous les verrez en temps et lieu dans leur concept personnel. Donc, bon. Hiroshima, mon amour de Marguerite Duras, c'est un livre qui m'a été donné par ma mère. Donc, elle devait les évaluer pour quelque chose. Ce sont des livres qui sont des lectures obligatoires pour le cégep. Puis, je savais plus trop quoi lire. Je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose dans ma bibliothèque qui est assez court. Ça, c'est une pièce de théâtre. Donc, je me suis dit, ça cochait tous mes critères. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'entreprendre. Ce n'est pas un livre que j'ai acheté par moi-même. Elle me l'a donné. Je me donne la latitude complète de l'abandonner ou de le lire ou même pas d'essayer. Donc, voilà. De quoi ça parle? Ben, de quoi ça parle? C'est un dialogue entre 2 personnes, un homme et une femme, qui vont se rencontrer et qui vont vivre, un bon moment amoureux. J'ai lu le synopsis au complet. Je sais que parfois, c'est pas nécessairement la chose à faire, mais bon, je l'ai lu, puis après ça, j'ai commencé la pièce, puis bon, c'était assez fidèle au synopsis, hein, ça sert à ça. C'est juste que il y avait pas tant d'intérêt de ma part à ce qui se passait. Je trouvais ça vide de sens. C'était pas très intéressant, ce genre de ping-pong verbal. J'ai tout vu à Hiroshima, t'as rien vu à Hiroshima. Puis je comprends là la subtilité des 2 points de vue et tout ça, mais comme vraiment ennuyant. Donc, même si c'est une petite pièce de théâtre, j'aurais pu pousser, j'aurais pu le terminer, mais j'ai recommencé le travail, donc ce qui ne me plaît pas prend le bord assez rapidement. J'irai pas plus loin que ça. Je suis pas allée vraiment loin, puis ça m'intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, c'est bien correct. Si vous l'avez lu pour un cours du cégep puis vous voulez mon opinion, mes tips, mes je sais pas, informations pour votre examen, désolée. Le corrupteur de Whitney Saint-Onge B, lui, c'est le tome morcelé, donc c'est une série qui se lit en désordre, donc des tomes séparés dans un concept commun. Donc le corrupteur, c'est quelqu'un qui empoisonne les gens, puis les gens ont 24 heures pour faire des défis sordides afin de recevoir l'antidote. Et pourquoi j'ai ça entre mes mains? Ben, en fait, je l'ai eu à la suite d'un rassemblement, party des bénévoles pour le Salon du livre de l'Outaouais parce que je suis, chef de secteur, co-responsable des scènes et je l'ai vu, puis j'aime beaucoup Whitney Saint-Onge B. Elle fait souvent dans l'horreur et je n'aime pas particulièrement l'horreur, mais j'aime sa plume, j'aime cette personne-là, j'aime ses idées et encore une fois, c'est ça qui est ressorti de ce livre-là. Donc même concept que les autres corrupteurs, de ce que j'en comprends. Mais ici, on va suivre une protagoniste de 36 ans qui travaille genre à la réparation des avions. Ça, c'est très cool. Qui a des gros enjeux relationnels et beaucoup d'anxiété. Donc, elle est suivie par un travailleur social, par un psychologue aussi. Donc, puis là, elle est en train de fréquenter quelqu'un, puis on va suivre tout ça. Puis, elle va être la malchanceuse qui va recevoir la, la visite du corrupteur. Donc, elle va être empoisonnée, puis elle va avoir 24 heures pour faire des défis sordides pour recevoir l'antidote. Ça allait vraiment bien pour moi dans la première partie. Je la trouve originale, cette autrice-là. J'aime sa plume. Je trouvais que j'étais sous tension, puis ça me permettait de décrocher complètement du travail. Mais c'est lorsqu'on est arrivé dans la partie corrupteur, lorsque le 24 heures a commencé à débouler, que là, les défis sordides sont arrivés, puis que
ça m'intéresse pas. C'était comme de la boucherie, c'était du dégueulasse, trop long, trop dégueu, puis ça m'intéresse pas. Donc, tu sais, j'en ai lu quelques-uns, puis je trouvais aussi qu'elle était vraiment rapide à déterminer les indices, puis à trouver les solutions, les réponses. Vraiment chanceuse aussi d'un certain sens. Je comprends que c'est tout petit, ils ont sûrement des restrictions de longueur pour uniformiser le concept et tout ça, mais ouais, ça m'a lassée, puis en fait, j'ai lâché, j'ai abandonné le livre en plein milieu d'un défi, là, il y avait des morceaux de corps partout, puis j'étais juste comme j'avais le goût de lire en diagonale, fait que j'étais comme: «Bark, ça m'intéresse pas». Donc c'est vraiment pas en lien avec l'autrice, mais le concept, le style littéraire, le genre littéraire. Je veux relire, Whitney Saint-Onge. Mais je me semble qu'elle a écrit quelque chose aussi en lien avec, tu sais, dans la pandémie, il y avait sorti un genre de collectif qui mettait en lumière le travail des médecins, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Ça vous dit quelque chose? Je vais essayer de le trouver, puis je vais vous le mettre là. Puis j'aimerais ça la relire là-dedans. Parce que là, bon, je la lis dans l'horreur parce que c'est ça qu'elle fait le plus, mais c'est pas là que je l'aime le plus. En fait, je l'aime, mais tu sais, j'aime pas l'horreur. Fait que voilà pourquoi je l'ai abandonné. Et c'est ainsi que mon mois d'août se conclut sur une note triste et malheureuse, en espérant retrouver le bonheur de la lecture, des lectures qui me font sentir bien, que je vais aimer rapidement. Ça serait mon grand souhait. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.